Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 septembre 2022. À la une ce soir, attaque meurtrière dans Muyuka, dans la région du sud-ouest. Des hommes armés non identifiés ouvrent le feu sur un car de transport en commun. Bilan, 6 morts. Le trophée de la Coupe du Monde en terre camerounaise, il est arrivé à Yaoundé dans le cadre de la FIFA World Cup Trophy. Le 19h50 vous propose le film de cette arrivée. Et après 7 décennies de règne, la reine d'Angleterre tire sa révérence. Elisabeth II est morte il y a quelques heures dans sa résidence à Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. Voilà pour les titres. Six personnes tuées dans une attaque à Muyuka, dans la région du sud-ouest. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les passagers d'un bus de transport en commun en provenance de Douala. Une attaque condamnée par le gouvernement, la société civile et les organisations non gouvernementales. Les précisions avec Lille Piédiou. Au départ de Douala, les 14 passagers de ce car de transport de voyage de la compagnie Golden Express étaient loin d'imaginer le pire. Le voyage se déroule plutôt bien, jusqu'à 7 heures précises, 14 heures, au niveau de l'ex-Boyakumba, précisément au lieu dit Maïten. Tout bascule, le car est attaqué par des hommes non identifiés et lourdement armés. Ils ouvrent le feu. Bilan, 6 morts, dont une femme et 5 hommes. 8 blessés, parmi lesquels 6 femmes. La vidéo de cette atrocité fait le tour des réseaux sociaux. Tout se passe le mardi 6 septembre 2022 dans l'arrondissement de Muyuka, département du Fako, région du sud-ouest, au lendemain de la rentrée scolaire 2022-2023. Les morts et les blessés sont immédiatement transportés à l'hôpital régional de Boya. Les blessés sont actuellement pris en charge. Le gouvernement camerounais, avec la plus grande fermeté, condamne cette attaque terroriste cruelle, barbare, lâche et ignoble perpétrée contre des civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité dans le but de s'aimer la terreur au sein des populations et compromettre ainsi la rentrée scolaire porteuse d'espoir dans la région du sud-ouest. Cette attaque a également été condamnée par les ONG et la société civile qui appellent de tous leurs vœux au retour à la paix dans ces zones en crise. À chaque fois qu'il y a un mot d'ordre et que des gens prennent le risque, il y a toujours des attaques. Donc c'était prévisible. Nous regrettons que ces actes de tuerie se poursuivent parce que nous l'avons toujours dénoncé, d'où qu'elles viennent. Les tueries ne peuvent pas être supportables et admissibles. Et il faut que les gens sachent que tuer des civils, n'est-ce pas, vous pouvez être poursuivi, même au niveau international, quand il s'agit des civils surtout. C'est pourquoi je commencerai à condamner avec la plus grande énergie ces attaques. La sécurité des enseignants, la sécurité des élèves, la sécurité du personnel, la sécurité même des citoyens. Et leur vie n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie du tout. Et il y a un risque sur l'année scolaire. Je voudrais juste interpeller les uns et les autres et plaider surtout à ce que les stratégies soient changées. Des familles, une fois encore endeuillées, des morts et des larmes de trop qui conduisent à une question ce soir. À quand la fin de cette crise qui a déjà trop duré? Et c'est à l'agence de Bonabéry à Douala qu'est parti ce car de transport en destination de Muyuka. Ce drame paralyse les autres conducteurs. Ils n'osent plus prendre la route de Douala-Kumba de peur de subir le même sort. Reportage Samuel Baïra. L'ultime réjouissance de Fongcham Kenneth, chauffeur, applaudi par ses collègues. 3 heures plus tard, il tombe dans un guet-apens des terroristes lourdement armés à Maïterti,
zone de Mouyouka, région du sud-ouest Cameroun. Tous les jours, les chauffeurs meurent. Ils tuent les chauffeurs et les passagers dans le véhicule. Aucune voix ne se fait entendre dans le nord-ouest. On dirait que nous sommes des bœufs. Kenneth et 5 passagers, criblés de balles, décèdent sur cette route dont le contrôle est discuté entre l'armée et les séparatistes. À la gare routière de Bonabéry, à Douala 4e, la peine fait délirer certains conducteurs. On ne connaît même pas le jour qu'on va rentrer. C'est grave avec nous ici. On va rentrer en décembre. À Douala, nous sommes frustrés et nous ne savons plus où aller. Résoudre cette crise serait meilleur. Tous les jours, on entend qu'un conducteur est mort. Selon ces chauffeurs, les séparatistes ont imposé depuis quelques jours des villes mortes. Le crime a ravivé la peur. Personne n'ose prendre la route Douala-Kumba, longue de 111 km. Bon, avec ce qui s'est passé avec notre collègue, ça nous a vraiment découragé de voyager. Même si on dit que bon, rentrer aujourd'hui, on ne peut plus rentrer. Puisqu'on a déjà peur. Nous sommes confus. Nous allons dans les zones en crise. Les séparatistes interdisent les plaques d'immatriculation. Et lorsque nous traversons de ce côté sans plaque, les routiers nous interpellent. Dans cette confusion, ils nous arnaquent de l'argent. 7 ans déjà que dure l'infernal voyage de la mort sur des trajets piégés. Ici, tous ces chauffeurs ou presque vivent à Kumba, le sud-ouest du pays. Dès lors, un chemin de non-retour. Je meurs de faim à Douala. Et en plus, quand je vois les chauffeurs sont en train de souffrir. Nous essayons de voir comment ça peut aller, même si tu as tes petits miettes pour aller faire des achats. On vous arrête en route, on prend. Avec Cameroun Government, on a look about this. Pardon, que le gouvernement camerounais règle cette situation. Lorsque nous perdons plusieurs de nos proches, nous ne sommes pas contents. Avec un peu de chance, tous retourneront vivants le 2 octobre, nous confie-t-il. Un jour après la célébration de l'indépendance de la prétendue Ambazonie. Et pour assurer la sécurité des biens et des personnes, les forces armées camerounaises sont désormais dotées d'installations ultramodernes en Ngaoundéré. Le général de corps d'armée René-Claude Meka, après y avoir effectué une visite, se dit rassuré des moyens logistiques et de cette rampe de projection dans la région de la Damawa. Eringele. Située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Ngaoundéré, la base de lancement des forces spéciales a pour vocation le soutien et l'entraînement des éléments. Accompagné du général de brigade Agar Robinson, commandant de la région militaire interarmée numéro 3, du directeur du génie militaire, de plusieurs officiers supérieurs et sous la conduite du commandant des forces spéciales, le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée camerounaise, a visité les installations flambant neuves qui renferment des bâtiments administratifs pour équipement et toute la logistique militaire, des dortoirs, une salle des fêtes, une cuisine, une infirmerie, un complexe multisport pour ne citer que les plus illustres. Volley, basket, hand, tennis. Le terrain de football, nous l'avons laissé jusqu'à l'entrée. Ah bon? Oui, il y a un terrain de football. Le camp est alimenté par énergie solaire et un générateur d'électricité et approvisionné par 30 000 litres d'eau au quotidien. Il jouxte une forêt épaisse qui regorge des plans d'eau et d'obstacles pour des besoins d'entraînement. Le génie militaire va effectuer des travaux complémentaires pour améliorer l'accès, la circulation à l'intérieur et l'éclairage. En général, nous allons redescendre par ici pour voir l'infirmerie que nous venons de construire. À la base des forces spéciales de Tchabal s'ajoute une villa pour des officiers de passage et des entrepôts au 5e secteur militaire terrestre. C'est enfin un camp pour l'année probatoire des élèves officiers de l'école militaire interarmée. La 40e promotion y est d'ailleurs particulièrement attendue. La sécurité routière était également sollicitée sur l'axe Ngaoundéré-Garoua. Cette route de la nationale numéro 1 inquiète les conducteurs. 14 heures, c'est le temps qu'il faut pour les plus chanceux pour braver cette route baptisée
La route de l'enfer, un reportage, Lille Piedjou, Aïssatou Bouba. L'axe de l'enfer, le nouveau nom de baptême donné par les riverains sur ce tronçon Ngaoundéré-Garoua. Il faut désormais s'armer de patience, courage, calme pour affronter cette nationale numéro 1. Les chauffeurs de camions passent désormais 14 heures de cauchemar sur cette distance de 278 km. L'époque de 8 heures est révolue. Le corridor Ngaoundéré-Garoua est certainement au cerf des poules. Pour arriver à Garoua, vous allez quitter du matin jusqu'à le soir. Des voies même, vous allez rentrer même jusqu'à 22h ici, parce que ça ne donne même pas. Souvent les camions tombent en route et il y a eu du fissure. Donc vraiment, l'état de la route ne va même pas, ça ne marche même pas. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun appelle les différents départements ministériels concernés pour la réhabilitation urgente de l'axe Ngaoundéré-Garoua. Sur le plan économique, plusieurs millions de francs CFA s'évaporent chaque jour dans la nature. Pourtant, un axe stratégique. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi nous devons continuer à subir. Pourtant, nous investissons, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, nous payons les péages. Et pire encore, sur la route de Kouji, là où il n'y a même pas de route, vous serez surpris de vous rendre compte qu'on paye le péage. C'est vraiment surprenant et nous nous demandons la question, où va ce pays? Comment est-ce que nous allons devoir capitaliser nos investissements avec cet état de dégradation avancée de nos routes? La situation de la route nationale numéro 1, Garoua-Ngaoundéré, la hiérarchie du ministère des Travaux publics est en train de réfléchir aux moyens de résoudre ce problème. La vitesse de croisière annoncée sur ce corridor dont les travaux ont été lancés depuis 2019 a subi un ralentissement inexplicable, d'où le retard de livraison du chantier pourtant prévu en mai 2020. Il est temps de remettre les bouchées doubles pour éviter le pire. Et le danger est également permanent dans la ville d'Obala. Le pont Foulou qui relie plusieurs localités est hors service. L'infrastructure est complètement effondrée. Les populations ont réalisé un pont de fortune qu'elles traversent régulièrement. La peur dans le ventre. Voici le reportage d'Eringuele, Espoir Anissé Baïha. Les populations d'Abokono, dans l'arrondissement d'Obala, sont à bout de nerfs. Ils réclament la construction d'un nouveau pont sur la rivière Mfoulou, après l'affaissement de la Buse sur ce pont. Le pont en question relie plusieurs localités de la ville et 3 grands lycées. Il s'agit du lycée bilingue, du lycée technique et du lycée d'Obala. Les riverains estiment être en très grand danger. La situation de ce pont est grave. Les singes que nous traversons, les planches que nous avons vues sont en train de se casser. Et est-ce qu'ils attendent, nous posons la question, est-ce qu'ils attendent que lorsque ça va se casser et qu'il y a mort d'hommes qui vont venir arranger? Les populations mettent en cause la qualité du matériel qui avait été utilisé. Ainsi, c'est tous les parents qui ont cette force de faire cet escalier. Et regardez même la manière, le pont lui-même. Quelle est la matière avec laquelle on l'a fait? Regardez la matière qu'on a fait ce pont. Est-ce que c'est... Vous montez sur un pont qui danse quand vous êtes seul. Plus de 15 000 élèves traversent ce pont au quotidien pour se rendre dans leurs différents établissements. Une correspondance signée des chefs d'établissement a déjà été envoyée au maire. Ils disent affronter ce pont, la peur au ventre. Tous les jours, nous les recevons avec la peur au ventre parce que ils sont assez nombreux qui traversent ce pont. C'est 2 grands lycées qui passent par là et une moindre bousculade peut créer quelque chose de très grave. La situation de la route de l'entrée principale au lycée bilingue de Bala, suite à l'excès de la pluie, le pont a été emporté et c'est un danger temporel pour les élèves. Les populations se font en outre agresser à cet endroit fréquemment. Il y a urgence à le reconstruire, disent ces dernières, afin que les autorités locales, de concert avec l'élite, agissent. Ceci avant que le pont de Singe, réalisé ici, ne cède. Dans l'actualité également, fin de parcours pour un présumé fraudeur spécialisé dans des branchements clandestins. Pendant 3 ans, il a réussi à connecter des consommateurs au réseau de distribution de la Cameroon Water Utilities Corporation. Les populations le croyaient pourtant agent de la Camwater. La brigade de lutte contre les fraudes, après moult enquêtes,
a fini par le mettre hors d'état de nuire. Voici le reportage de Bélédine Gono et Raoul Ngoufo. Tu me réponds pas, tu as dû faire le branchement avant la procédure, c'est ça, non? Qui t'a autorisé? Sa technicité, il l'a mise au service de la fraude. Son champ d'action, les réseaux de distribution d'eau dans les ménages de la ville de Yaoundé. Depuis plus de 3 ans, il opère sans inquiétude sous la fausse qualité d'agent de la CamWater. Sa stratégie était bien pensée pour ne pas attirer l'attention des victimes. Un matin, au mois d'avril, ce monsieur se pointe dans notre secteur et dit la campagne est lancée pour CamWater. Il avait un papier, un document, et il disait que ce document, il fallait verser 10 000 francs pour les frais de maîtrise. Le lendemain, à 5 heures, il est venu, il m'a dit il veut une avance de 90 000 pour lancer la tuyauterie. Il me dit ok, il arrive, même chose contraire, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais fait signe. Après des années d'enquête, le voici dans les filets de la brigade de la lutte contre la fraude de la Cameroon Water Utilities Corporation CamWater. Une arrestation qui sonne la lettre de répression engagée par l'entreprise. Il y a 3 ans, nous recherchons un certain Zendé qui a passé son temps à faire des branchements clandestins dans toute la ville de Yaoundé. Nous pouvons dénombrer un nombre de 200 branchements. À toutefois qu'on a voulu mettre main sur ce dernier, il nous a toujours glissé entre les mains. Mais alors on a mis une stratégie en place et nous avons attrapé ce dernier qui va servir d'exemple pour les autres qui vont continuer de vouloir faire dans cette marge-là. Après des aveux complets, il implore l'indulgence de la CamWater. CamWater ne m'a pas autorisé à faire des branchements sur le terrain. Sur le terrain, il y a encore 3 branchements seulement. Dans quel quartier? Il y a quartier Mvan et quartier Odia, c'est tout. Je demande d'abord encore pardon au DG parce qu'il me pardonne. Je sais que j'ai fait les branchements, qu'il me pardonne parce qu'il ne peut pas faire les paiements avec CamWater. Pour les victimes, des dispositions sont prises par la structure pour régulariser leurs abonnements. Maintenant que ces personnes ont eu l'eau de façon frauduleuse, on va juste procéder à la régularisation. On a un service de lutte contre la fraude qui travaille en synergie avec le service commercial et on va voir dans quelle mesure les intégrer dans le système de facturation et puis les mettre en règle. L'équipe de la brigade de lutte contre la fraude poursuit son travail de terrain dans l'objectif de localiser tous les branchements clandestins, les régulariser en attendant de mettre la main sur les fraudeurs. Et le spectre de la contrefaçon plane sur certains manuels scolaires. En cette rentrée, des livres de classe de CIL et CP viennent d'être saisis à Yaoundé par la Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes et une librairie scellée. L'alerte a été donnée par l'un des coéditeurs de cet ouvrage, Ferdinand Nanapayon, crie à l'imposture, tandis que certains distributeurs évoquent une fâcheuse méprise. Janice Kamga et Bertrand Chassé. J'avoue avec vous que même le libraire qui achète, s'il ne fait pas attention, il peut ne pas se rendre compte. Voici les 2 ouvrages querellés. Mon cahier de graphisme utilisé en classe de CIL et mon cahier d'écriture utilisé au cours préparatoire. A priori, ces 2 livres, fruits d'une coédition, à savoir Michel Lafont et Kabangondo, en abrégé KN, et inscrits au programme cette année, n'ont rien qui cloche. Mais une fois passé au crible de l'œil expert de l'un des éditeurs, certains détails troublants sont relevés. Il n'y a que l'un des éditeurs qui apparaît. Ça veut dire que c'est un faux livre. Si on a réimprimé ça, ça veut dire que cette page a été retouchée. C'est dangereux. Ce n'est pas conforme à une utilisation pour nos enfants. Et donc, il est important que le conseil d'agrément siège là-dessus et prenne des décisions. À la suite de ce constat, les éléments de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes saisis se mettent en branle. Dans la foulée, une librairie est scellée le 6 septembre dernier. Les gestionnaires s'en lavent les mains. Nous ne savions pas. Ce n'est pas notre livre, pourquoi on discute avec eux. Les pièces à conviction, ces factures qui indiquent la provenance des livres. 3 entreprises sont soupçonnées d'être pourvoyeuses de ces bouquins. Ce sont les labels Étape 2, Comptoir Unique et NMI Education. Le dernier cité se dédouane. La facture est contrefaite. Tous les manuels importés par NMI, édités par NMI, sont uniquement des manuels de NMI et de Cambridge University Press. Nous n'importons pas de livres d'autres éditeurs.
Les indiscrétions font état d'1 500 000 exemplaires en circulation à raison de 1 000 francs le livre, soit un coût total d'1 500 000 francs CFA. Pour l'heure, aucune déclaration de Michel Lafont. Le plaignant, lui, se réserve le droit d'engager toute procédure légale afin d'y voir plus clair. Autre information importante, concertation ce jour à Douala. Les ministres du secteur de l'énergie et de l'hydrocarbure de la sous-région Afrique centrale. Objectif, trouver des solutions pour lutter contre la pauvreté énergétique dans la zone qui, paradoxalement, a les plus importantes ressources pétrolières et hydrauliques de tout le continent. Une solution a été évoquée, la construction d'un système de pipeline centrafricain. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Créer un front pour la lutte contre la pauvreté énergétique en Afrique centrale, c'est l'ambition du Central Africa Business Energy Forum qui réunit les ministres des mines, hydrocarbures, pétrole et gaz de la sous-région Afrique centrale pour tabler sur la solution salvatrice. Le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, dit l'adhésion du Cameroun à la vision de cet événement. La nécessité du développement de l'énergie n'est plus à démontrer pour nos pays. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un stade de tout énergie, rien sans énergie. Et l'Afrique centrale ne devra pas être en reste. Nous sommes donc venus encourager cette initiative louable et heureuse. Les réflexions qui vont y être faites vont très certainement nourrir les politiques publiques des différents pays en vue de développer une synergie gagnante. Cette solution, la construction du pipeline de l'Afrique centrale qui permettra de transporter gaz et pétrole dans les pays de la sous-région, comme cela se fait dans les pays en développement. Une infrastructure commune dont le bien fondé est présenté par le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale. Nous pensons qu'il s'agit d'un projet dont nous pourrons profiter non seulement au Cameroun, non seulement à la Guinée équatoriale, mais qui profitera à tous les pays de la région. Ce projet permettra que notre pétrole, notre gaz et nos minéraux n'aient pas besoin de partir. Il pourrait être exploité, produit et consommé en Afrique. Les travaux de ce jour ont vu la signature d'un agrément entre la présidente du Central Africa Business and Energy Forum, Nathalie Loum, et le secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole pour la construction d'un pipeline. Mais aussi les apports des pays avancés dans la gestion du pétrole, comme les États-Unis, représentés par la vice-maire de la ville de Houston, plaque tournante de l'énergie dans le monde. Nous nous engageons à travailler aux côtés des leaders, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui au nom de nos investisseurs qui seront impatients de poursuivre ces conversations et de faire tout ce que nous pouvons pour aider également à développer le secteur de l'énergie ici en Afrique centrale. Jusqu'au 9 septembre, les échanges des professionnels du secteur apporteront les solutions pour une Afrique centrale forte par l'exploitation de son potentiel énergétique. Et la matérialisation de l'émission du certificat d'origine relève désormais du passé depuis septembre 2021. La procédure se fait depuis lors de manière électronique. Le guichet unique des opérations du commerce extérieur organise depuis hier des ateliers de formation à l'endroit des opérateurs économiques et du personnel de la Chambre de commerce à Douala. Les précisions avec Marc Chouamo et Henri Tina. La délivrance des documents commerciaux au Cameroun entre dans l'ère de la digitalisation. Acquérir le certificat d'origine, preuve documentaire de la marchandise exportée, n'est plus synonyme d'un concours de patience. La procédure est électronique depuis septembre 2021. Ce dispositif permet une traçabilité sur les temps de traitement. Ça permet qu'aujourd'hui, on est à mesure de savoir, de publier les indicateurs de performance pour permettre de savoir qui traîne dans la chaîne du commerce extérieur et en particulier donc pour le processus de délivrance de certificat d'origine. Dans le bain de ce nouveau système de gestion, opérateurs économiques, institutions financières, partenaires et personnels de la Chambre du commerce, dans le cadre des ateliers de formation et de vulgarisation de la procédure dématérialisée d'émission du certificat d'origine. Aujourd'hui, avec ce système, les opérateurs économiques peuvent, à travers leur téléphone, à travers leur
leur PC, à travers le télétravail, effectuer ces opérations sans difficulté. Et vous savez, en affaires, on dit que le temps, c'est de l'argent. Donc c'est un véritable gain en termes de temps et en termes économiques pour ces opérateurs économiques. Des séances de travail bénéfiques aussi bien pour le guichet unique que la Chambre de commerce, notamment sur la garantie d'un meilleur suivi et une meilleure sécurité du certificat d'origine, mais surtout la finalisation du processus de dématérialisation avec le soutien des partenaires. Nous accompagnons également le guichet unique du commerce extérieur, donc dans la dématérialisation totale des procédures d'import-export, donc à passer à une étape où on élimine le papier, donc tout le mécanisme d'import-export. Un système novateur pour le Cameroun, exportateur de plus d'une centaine de produits en direction de tous les continents. Le gouvernement, à travers le guichet unique, a à son actif plus de 60 procédures dématérialisées. Et tradition respectée au Crasser, la première dame, Chantal Biya, a offert des présents aux nouvelles mamans qui ont donné la vie grâce à la fécondation in vitro. Le personnel médical y voit à travers ce geste des encouragements à œuvrer davantage pour le plaisir des femmes. Karel Mizachachuya, Serge Alain Zébou. Du rose, symbole de douceur et d'amour, et cette couleur dorée, signe de lumière et de richesse spirituelle, associée à des fleurs. La première dame du Cameroun a, comme à son habitude, mis le paquet pour laisser transparaître la beauté du geste qui accompagne les cadeaux par elle offerts à ces mamans du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine et leur bébé né de la fécondation in vitro implémentée ici. Trois mamans et 5 bouts de chou, dont des triplés, à l'honneur ce 8 septembre au Crasser. L'attention toute particulière de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, appréciée à sa juste valeur. Aujourd'hui, grâce à elle, je tiens mon enfant entre mes mains. Ça fait 12 ans de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Mais grâce à Allah et à elle et le professeur, là j'ai mon enfant entre mes mains et je lui remercie beaucoup finalement. Je suis très contente d'avoir mes bébés entre les mains. Et je tiens à remercier le Seigneur d'abord, la première dame du couple présidentiel. La générosité légendaire de la première dame du Cameroun, par ailleurs marraine du Crasser, une fois de plus dévoilée. Tradition respectée, ce n'est pas la première fois que Chantal Biya accompagne des femmes qui, pour avoir fait confiance aux mains expertes de Jean-Marie Cassia et son équipe, ont réalisé le rêve d'être maman grâce à la FIV. Elles sont nombreuses, 330 pour être beaucoup plus précise, depuis le lancement de ce mode de procréation au Crasser. L'aventure continue dans cet hôpital mis à disposition des Camerounais et étrangers par le couple présidentiel. Bernard Djonga reste vivant dans les esprits à travers sa vision, son engagement et ses actions. Sa famille et ses amis viennent de lancer 3 prix à son honneur. Ils ont été présentés ce jeudi, le temps d'une conférence de presse à Yaoundé. Les précisions avec Delphine Fancoutene et Serge Alain Zébou. C'était un passionné de l'image, un féru de l'écriture, un bras séculé pour la jeunesse. Bernard Djonga, pour les siens, reste vivant bien que mort. On parlera davantage de lui à travers les prix, photographie sociale, littérature sur le développement rural, subvention des étudiants et recherche. Déjà cette fois prix, c'est pour continuer dans la vision de l'homme, c'est pour continuer dans les actions qu'il préconisait. Je crois que la photo qui est derrière moi, c'est beaucoup de gens vont découvrir à travers vous que c'est lui l'auteur de cette photo-là. Nous voulons à travers ces prix montrer les atouts pour transmettre un message. Et ces atouts, c'est à travers l'observation tout simplement. Les 3 prix Bernard Djonga, présentés à la presse le 8 septembre à Yaoundé, sont ouverts à tous les Camerounais, sans distinction d'âge, de sexe, ni de niveau scolaire. Ils sont financés par sa famille et ses amis, en vue de perpétuer les actions de cet activiste, arraché à la vie le 21 février 2021, à l'âge de 66 ans. Le souhait qu'on souhaite tous, c'est qu'il y ait des Bernard Djonga à chaque niveau, qui soit curieux à ce qui se passe dans son environnement, qui puisse saisir ce qui se passe dans son environnement, qui puisse
dire ou bien publier, diffuser ce qui se passe dans son environnement. Et les prix, comme on vous l'a dit, vont de 250 à 500 000. Il y a les étudiants qui vont aussi être accompagnés à travers la recherche et la faculté de sociologie qui avait déjà commencé à faire un bon travail dessus. Et on dit simplement aux jeunes de s'engager, d'être des Bernard Djonga dans leur domaine et dans leur milieu. Tout se passe sur la plateforme bernardjongaprice@gmail.com. La rencontre de ce jeudi avec la presse permet également de revivre, d'abord à travers un mini-documentaire, puis un vernissage photo, les actions de cet ingénieur agronome. Et je vous l'annonçais en titre, après le Ghana et le Sénégal, c'est le Cameroun qui accueille depuis ce matin le trophée de la Coupe du Monde 2022. Il est arrivé en fin de matinée via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans le cadre du FIFA World Cup Trophy Tour pour permettre au public des différents pays qualifiés de la Coupe du Monde d'admirer deux trophées. Voyons cela avec Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. 12h05 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce jeudi. L'icône du football français David Trezeguet descend de l'avion spécial, arrivé un peu plus tôt à 10h. C'est lui, le champion du monde de 98 avec la France, qui a été choisi par la FIFA pour accompagner le Trophy Tour du Mondial Qatar 2022. Dans l'avion, en présence du secrétaire général du ministère des Sports, le sésame est enfin dévoilé. De montrer aux Camerounais cette trophée. Et voilà le magnifique trophée de la Coupe du Monde. Un trophée scintillant en or pur, 18 carats, qui mesure 36,5 cm de haut, 13 cm de diamètre et faisant 6,1 kg à la pesée. Sous les acclamations d'une foule en liesse, le cortège quitte l'aéroport, direction le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous formulons le vœu que la nation des lions indomptables puisse avoir donc le privilège de voir revenir ce trophée ici. Prochaine étape, l'immeuble Étoile. Dans son auditorium, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté souhaite la bienvenue aux mandataires de la FIFA. Le passage du trophée de la Coupe du Monde FIFA au Cameroun honore notre pays et réaffirme, s'il a déjà encore besoin, son statut de grande nation de football sur le continent africain. Des échanges en présence du ministre des Sports, du gouverneur du centre et autres personnalités triées sur le volet. Le bijou est ensuite présenté au patron des lieux, qui cache mal son enthousiasme. Comme cadeau souvenir de la visite, Joseph Dione Ngouté reçoit une version miniaturisée du trophée original. Le public aura également l'occasion de voir de près la magnifique coupe qui va être exposée ce vendredi entre 9h et 20h au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. De nombreux artistes camerounais vont accompagner ce grand moment. Toujours du football avec Léopard sportif de Douala qui a un nouvel entraîneur. Benjamin Mongo a été présenté ce jour au public. Il a pour mission de ramener le Léopard en première division. Marc Chouamot pour les détails. Signature actée. Benjamin Mongo peut fièrement présenter le maillot des Banabanjo. Il est officiellement, depuis ce mercredi, le nouvel entraîneur de Léopard sportif de Douala. J'ai été flatté par le projet. J'ai eu une longue discussion avec le manager général et également tous ceux qui sont autour. Donc le projet, et puis je suis un homme de challenge. J'aime bien là où c'est difficile parce que je pense que quand on réussit là où c'est difficile, c'est également là où on gagne les grands points. La conférence de presse présentant le nouveau staff technique s'est déroulée à la chefferie du canton d'Eïdo, ici à Douala. Occasion pour le nouveau patron du staff technique d'afficher ses ambitions. Je pense que cette fois-ci, le Seigneur va nous accorder cette grâce de ramener cette grande équipe du canton d'Eïdo dans ses lettres de noblesse et revenir en Elite One, qui est effectivement sa place. Benjamin Mongo succède à Laurent Diam, promu sélectionneur adjoint des Lions de moins de 23 ans et qui avait réussi à amener Léopard au barrage d'accession en Elite One à Garoua, sans succès. L'ancien entraîneur d'Unisport Diounakam et de Renaissance d'Ongoumou sait donc quoi faire pour ramener l'équipe mythique en division d'élite, comme ce fut le cas au temps du légendaire général Ndoumbélia, présent à la cérémonie.
La reine Elisabeth est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. La monarque la plus célèbre de la planète est morte dans sa résidence à Balmoral, en Écosse. Elisabeth II a régné pendant 70 ans. Voici son portrait signé Bénédicte Ngono. Née le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels, située au 17 Bruton Street à Londres, Elisabeth Alexandra Marie est l'aînée de George VI, feu Albert duc York, son père, et Elisabeth Bowes-Lond, sa mère. Elisabeth II dépose sa couronne ce jeudi 8 septembre au château Balmoral en Écosse, au chevet de sa famille à l'âge de 96 ans. À l'âge de 16 ans, elle devient mécanicienne et conductrice d'ambulance pour l'armée lors de la guerre. 5 ans plus tard, elle épouse le prince Philip Mountbatten, son amour de jeunesse. Ils eurent 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward, selon le site Wikipédia. En 1951, elle remplace fréquemment son père souffrant dans des cérémonies publiques. Lors de sa visite en Amérique du Nord, où elle se rend au Canada pour des rencontres avec le président Truman à Washington en octobre 1951, et à son retour le 6 février 1952, elle apprend la mort du roi. Et par la suite, elle est proclamée reine de tous ces royaumes sous le nom Élisabeth II à l'âge de 26 ans suite au règne d'une autre Élisabeth au VIe siècle d'après France TV Londres. Cours d'un long règne de plus de 70 ans où elle se voit succéder 15 premiers ministres britanniques différents, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes. La reine a parfois dû faire face à des virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Et le nouveau roi d'Angleterre est Charles III, âgé de 73 ans, jusqu'alors prince de Galles. Charles III qui, lors de sa première prise de parole, a évoqué sa grande tristesse. Nous y reviendrons. L'actualité à l'étranger nous conduit également avec la COP27 qui se prépare en prélude au sommet sur le climat. Les ministres africains sont réunis au Caire pour trouver des solutions urgentes aux problèmes climatiques. Et au Pakistan, au nom de l'honneur des femmes forcées à rester dans les villages inondés. L'île Piédjou, Calvin Tekam, Escalmo. Emmanuel Macron estime que les acteurs ayant décliné l'invitation au lancement du Conseil national de la refondation ont tort, mais assure que la porte sera ouverte pour la suite des discussions. 52 personnes représentant forces politiques, syndicales et élus ont été invités, 40 sont là. Ben, les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté, ou que c'est trop vertical, ou trop ceci, ou trop cela. Et une formule de bon sens qui dit que les absents ont toujours tort. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Les quelques 400 habitants de Basti-Amadine, un petit village pakistanais entouré de champs inondés et seulement accessible en barque après des pluies de mousson diluviennes, sont menacés par la famine et la maladie. Les familles Balouches hésitent à partir car les Balouches n'autorisent pas les femmes à sortir. Elles restent à la maison et se débrouillent. Ils préfèrent mourir de faim et se débrouiller par eux-mêmes plutôt que de laisser leur famille sortir. C'est l'une des principales raisons. Ils ont pourtant refusé d'être évacués. Quitter leur foyer pour se réfugier dans un camp pour déplacer signifierait que les femmes du village auraient à se mélanger avec des hommes n'appartenant pas à leur famille, ce qui est interdit par leur tradition. Le nouveau Premier ministre burundais Gervais Dira Kobuka prête serment à Bujumbura quelques heures après avoir vu sa candidature proposée par le chef de l'État validée à l'unanimité par les 2 chambres du Parlement. Le nouveau chef du gouvernement remplace Alain-Guillaume Bunyoni, moins d'1 semaine après qu'Évariste Ndayishimiye ait dénoncé devant des officiels ceux qui se croient tout-puissants qui auraient des velléités de coup d'État dans son entourage et passent leur temps à saboter son action. Moi, lieutenant général de police, Gervais Dira Kobuka, Premier ministre, jure de respecter la charte de l'unité du Burundi, la constitution du Burundi et les autres lois
et je jure de m'engager à me battre pour le bien du Burundi et des Burundais. Les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement se réunissent avant le sommet sur le climat COP27 à l'hôtel Al-Massa, dans la nouvelle capitale administrative à 45 km à l'est du Caire. Essayer de résoudre ce problème peut durer une éternité, en se plaignant du fait que le financement du climat, comme le financement du développement, est insuffisant, inefficace et coûteux. Insuffisant en raison des lacunes que vous avez mentionnées, inefficace parce que pour certains fonds, il faut 3 à 4 ans pour libérer l'argent à partir du jour où ils commencent à serrer la main des ministres. Et le fait qu'il soit coûteux est dû au fait que, dans de nombreux cas, les pays à économie en développement sont poussés à emprunter à un coût très élevé afin de faire face aux priorités d'adaptation. Les fabricants tunisiens de produits alimentaires sont confrontés à une pénurie d'ingrédients de base, ce qui entraîne des pénuries dans les rayons des supermarchés et menace de fermer des entreprises de transformation alimentaire. Une pénurie et des augmentations de prix à ne pas finir, et surtout la pénurie, si ça perdure, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Effectivement, sans farine ou sans sucre ou sans beurre, on ne peut pas travailler. Et donc, on va arrêter de travailler. Et donc, on va avoir un chômage technique, un chômage économique, je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça peut être très grave, alors que nous sommes dans une période de développement. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.